sommes lundi 22 décembre 2025. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé, à mes côtés Habibou Garba. Bonsoir Habibou, comment vas-tu? Je vais bien Mariam, bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien aussi. Mariam, de l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou, nous avons Amina Hassan à la technique et le chef d'édition d'aujourd'hui, Alassane Abdou. Mariam, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement, chers auditeurs, de la partie invitée du jour. Nous suivrons un entretien avec Insa Garba Seydou, défenseur des droits de l'homme. Et oui, dans notre rubrique des régions, ce lundi, nous allons rester à Niamey pour parler de la première édition de la foire AES. La rubrique justice va traiter des infractions à Agadez, sans oublier le sport et votre chronique Lotti. Restez avec nous pour 35 minutes de divertissement, d'infos. Top, c'est parti. Chers auditeurs, avant d'écouter la première partie de notre entretien du jour, nous allons démarrer votre émission préférée, le Niger sur Kalangu, en musique avec Aldradi qui nous chante Amana. Goga Music, Leile, Nico the Beat, Kono Zari Berino, Orkul Makin Mafarha, Kono Zari Berino, La La La. Et oui, vous êtes sur votre émission préférée, le Niger sur Kalangu. Après la balade musicale, on enchaîne avec notre invité du jour, M. Insa Garba. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous allez? Alhamdulillah. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mariam, qu'est-ce qu'il y a Comme première question, Ouais. alors, M. Insa Garba Seydou, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser ce concours de plaidoirie en droit dans les grandes écoles de Niamey? Merci, mesdames et messieurs, pour l'occasion que vous nous donnez. Merci à vos téléspectateurs, vos auditeurs. L'idée d'organiser un jeu concours interuniversitaire est partie du postulat que les questions des droits humains sont des questions qui nous concernent tous. Les jeunes en général, la jeunesse en général, c'est le futur acteur du développement. C'est aussi les futurs responsables du pays
ils seront appelés soit à être des responsables qui décident, ou en tout cas des personnes qui sont appelées à faire promouvoir la paix, la justice sociale. Il faut les habituer à ces notions de bas âge. Parce que les questions de droits humains, c'est une question de comportement, d'attitude que chacun doit adopter. Donc pour nous, il est à Paris très clair une nécessité de faire en sorte que les jeunes scolaires de l'université puissent s'amuser dans la distraction, apprendre à s'habituer à ces notions-là, à comprendre ce qu'est les droits humains. Parce que pendant longtemps, beaucoup pensent que les droits humains n'est que l'apanage des juristes. Alors que non, les droits humains, c'est des questions qui concernent tout le monde. Les droits de la santé, les droits à l'éducation, les droits à un logement, les droits à un travail. Ce n'est pas des questions de juristes, c'est des questions de tout le monde. Nous sommes tous concernés. Voilà pourquoi l'idée est née. Alors, l'idée est née aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut tout de suite maintenant comprendre comme objectif à travers ce concours pour les étudiants, surtout quand on parle des droits humains? Oui, l'initiative, le CRD, le Cercle de réflexion pour la démocratie qui organise ce jeu-là, est une ONG de la société civile nigérienne. Alors, notre credo, c'est de promouvoir les droits humains et de faire en sorte que les acquis soient consolidés. Il vous souviendra qu'en 2021, la Commission nationale des droits humains, la CNDH du Niger, avec la vision de ses premiers responsables qui voulaient effectivement faire en sorte que les questions de droits humains soient comprises par tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez que les droits soient protégés, quelqu'un qui ne connaît pas son droit, comment il va les protéger? Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi son droit même, comment il va les défendre? Comment il va savoir que son droit a été violé? Donc, la CNDH à l'époque avait compris, c'est pour cela qu'on s'est mis dans une logique de faire une campagne pour que, à la fin de notre mandat, que tous les citoyens puissent être capables de comprendre ne serait-ce qu'un seul droit. Par exemple, qu'un citoyen nigérien sache que avoir accès à l'hôpital, à une santé, une prise en charge de qualité, c'est un droit, par exemple. Que lorsqu'il y a une infraction qui vous oppose à quelqu'un, que quand le juge doit faire un jugement, que votre droit à la défense soit protégé, soit respecté. C'est un élément élémentaire. C'est ça que nous, on a voulu que tout le monde comprenne. Et alors, la première édition a eu lieu. La CNDH, avec les événements qui sont survenus, a disparu. Le CRD a estimé qu'il fallait prendre en charge cette question-là. Parce que tant que tous les citoyens ne comprennent pas leurs droits, ceux qui sont chargés, soit en tant que juge, en tant que magistrat, en tant que commissaire, en tant que tout ce que vous êtes, nous avons l'intention d'abuser souvent quand on est face à des personnes qui ne comprennent rien. Donc voilà pourquoi nous avons estimé qu'il faut faire en sorte que la jeunesse soit mobilisée, qu'ils partent à l'école, comme on l'a dit, qu'ils partent à l'école de la DIDH. Parce que la DIDH, c'est aujourd'hui un document de référence en matière de droit. C'est vrai qu'il n'est pas contraignant dans certaines mesures, mais les valeurs qui sont dans ces documents-là sont des valeurs qui sont partagées par tout le monde. Et voilà pourquoi nous avons estimé qu'il faut vulgariser ces questions-là, il faut vulgariser les questions de droits humains pour que le maximum d'étudiants puissent les comprendre, tout en jouant. En fait, on joue, on s'amuse, mais en réalité, l'idée, c'est de faire comprendre les droits humains, c'est quoi. D'accord, alors comment avez-vous choisi les thèmes des plaidoiries et quels sont les droits de l'homme qui ont été mis en avant cette année? Les thèmes qu'on a choisis cette année pour cette 3e édition, je rappelle que nous sommes dans la 3e édition, les thèmes cette année, c'est la jeunesse à l'école de la DIDH. Il y a à peu près 77 ans, effectivement, particulièrement le 10 décembre 1948, le monde s'accordait sur un document. Après plusieurs échanges, on a estimé que ces documents doivent porter des valeurs qui sont des droits reconnus à chaque citoyen. Du fait que vous soyez un être humain, on vous reconnaît ces droits. Et donc, 77 ans après encore, la question se pose. Est-ce que les gens comprennent encore les droits humains, c'est quoi? Donc, c'est pour ça qu'on a dit la jeunesse à l'école de la DIDH. Il faut que les jeunes partent chercher la DIDH, comprendre le contenu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Par exemple, nous avons souvent la petite que les gens entendent droits de l'homme, on pense que non, on ne parle que des marches, des grèves. Non, les droits de l'homme, c'est par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, le Niger a fait une avancée, en sorte que aujourd'hui l'État a réduit les prix de l'accès à l'hôpital, dans les hôpitaux, pour les soins et autres. C'est un droit à la santé.
Merci beaucoup, Garba. On va revenir avec vous, Mariam. Le temps d'écouter encore une autre musique. Voilà, chers auditeurs, pour vous, le groupe Mamaki Boys qui nous chante Takai. Dole ne fa ka canza ni jarab ta ci gaba dole ne fa ka ci gaba kera waka kanka dan ba mu mun kera sai ka kai ka kawo mu mun je mun dawo da shi muke taka ta kai idan ka daddamu da mu su kofa sun sa riga sun hana jirgi sabta idan ka yayyar da mu sai ka dauko icce dan ka tashi mu shirya dan ka tashi mu tsara dan ka tashi mu raba gargajiyan mu ta nisha to ga wata na ta kukan yunwa kuma ga wani na ta kukan bashi kuma na dan Allah ku zo ku samu hannu dan rawa daidai saboda ni tun daga gane na jiyo na gane ana ganin mamaki gargajiya ta dauka gargajiyar kakanni wanda mu ban yarda ba ku manya kuna da labarin gobe ku yara kuna da labarin gobe daga bana ba mu kara aikin banza ashe kowa sha da mu rabo ne kumiya kowa sha da mu rabo ne kumiya sai ka shu sai ka sha sha sai ka ji kankaran ta kai ta ce Malgré qu'on a opté le rap, on garde notre tradition avec le style, avec la danse de Takai. Au Niger, pas de guerre, pas de famille, y'a ici la danse de Takai. C'est bon de m'y na kana mamaki. Turana daga ga kallo ya koma sama shaho ya daukiwa. Mun gani mun shaida shugaban kasa yaran sai matasa na tare da shi kuma shi na tare da su. Mun gani mun shaida Tony ya biya bashi, Basho ya biya bashi, kuma kun biya bashi. Mun gani mun shaida ufan biki Takai mu kuma muna tare da kai kuma kana taka rawa. Mun gani mun shaida kai ku bani gantari hip hop ya shige makariya ku bani laushe hip hop ya shige karagiya kuma bani adda hip hop ya shige aduwa sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai tace sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai tace sama sai irma maki irkwai irha irka. Oui, de retour au studio, Soumana Amadou. J'espère que vous avez beaucoup aimé la musique. Bien sûr. Ah, ok, super alors. C'était les premiers artistes nigériens qui ont fait le rap. Les Aziz Tony, les Basho. Ouais. Alors aujourd'hui, quels sont les principaux défis en matière de droits humains au Niger pour parler de notre entretien? Oui, les défis auxquels véritablement nous sommes confrontés, c'est d'abord la compréhension de la notion de droits humains, en fait. Pour nous, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont l'impression que quand vous parlez de droits humains, comme si vous parlez d'un droit ou des valeurs d'autres ethnies ou d'autres horizons, il n'en est rien. En fait, nous voudrions que chacun comprenne que tout à l'heure, je donne l'exemple. Aujourd'hui, l'État du Niger a décidé que pour avoir accès aux hôpitaux, par exemple, on a réduit les tarifs. Mais ça veut dire qu'il y a un bond important qui est fait en matière de droit à l'accès à la santé. Donc, c'est un droit. Aujourd'hui, je vois l'État qui est en train de vouloir promouvoir le logement. On a pris un comité qui va réfléchir sur comment créer les conditions pour que les loyers soient accessibles. C'est des droits. Aujourd'hui, l'alimentation. Donc, c'est pour vous dire que le plus grand défi aujourd'hui, c'est d'abord la compréhension de la notion même des droits humains. Voilà pourquoi on a choisi le thème de dire la jeunesse à l'école de la DIDH. C'est quoi les droits humains? C'est vraiment le premier défi pour nous. C'est que l'opinion nationale arrive à saisir effectivement que les droits humains ne sont pas des valeurs occidentaux. Non, non, non. C'est des valeurs que tout être humain a droit à ces questions-là. Voilà les droits humains, c'est notre premier défi. Alors oui, vous avez déjà répondu à notre question qui nous aimerions savoir les progrès réalisés. Vous avez parlé tantôt de la santé, le logement, l'éducation aussi avec la réduction de 20%. Mais bon, on veut quand même vous entendre sur ce point. Oui, les progrès réalisés. C'est vraiment des progrès. Il faut reconnaître quand même que... parce que la difficulté que les droits humains ont eu pendant longtemps, c'est que le peuple ne les a pas sentis venir à eux directement.
Aujourd'hui, l'arrivée du gouvernement actuel a fait en sorte qu'on a décidé de toucher la santé. Donc, c'est un des droits qu'on a mis en avant. Donc, je pense qu'en termes de progrès, on peut s'allier quand même. En tout cas, jamais au Niger, on est arrivé à un point où l'accès à des soins soit aussi facile que ça. Mais ce que nous souhaitons tout simplement, il faut qu'on accompagne encore de plus avec d'autres secteurs aussi, pour qu'effectivement les citoyens comprennent que les droits humains dont on parle, les droits à la santé dont on parle, c'est ces actions comme ça là. Je pense que c'est vraiment un progrès. L'autre progrès aussi, c'est qu'on a constaté qu'aujourd'hui, le gouvernement s'est inscrit dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire. Il y a l'irrigation qui est en train d'être faite. Si cette irrigation-là apporte véritablement des résultats, c'est un droit à l'alimentation qui va être gagné. Donc pour nous, il y a sur ce plan de progrès considérable. Et l'autre progrès, c'est quand même, il faut reconnaître que nous sommes dans un régime d'exception, mais le gouvernement s'est engagé, les autorités sont engagées, à être fidèles aux engagements pris par notre pays, et à s'attacher aux valeurs des droits humains. Je pense que c'est important. C'est une parole donnée, il faut la croire, et je pense que c'est un progrès lorsque un homme en uniforme s'engage à respecter les droits humains. Je pense que c'est beaucoup de choses. Peut-être qu'on aura plus dans les jours à venir. D'accord. Alors, comment les jeunes nigériens peuvent-ils s'engager pour la promotion des droits de l'homme de leur pays? La première des choses, c'est que chacun d'abord s'approprie de la DIDH. Lire les documents, les contenus, les comprendre dans le sens. Par exemple, lorsque banalement on aime dire à quelqu'un, non, nous sommes tous égaux devant la loi. Banalement on dit ça. Mais ça vient d'où? C'est dans la DIDH. L'article 1er dit que tous les êtres humains sont égaux en droit et en devoir. Vous comprenez? Donc il faut lire la DIDH pour la comprendre dans les détails. On va comprendre que chacun d'abord peut s'approprier. Deux, lorsque nous avons l'occasion de poser des actes, il nous a été dit à l'école que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça aussi le droit de l'homme. Donc, c'est fait en sorte que quand je dois agir, je dois savoir est-ce que l'acte que je vais poser, c'est quoi sa conséquence sur autrui? Est-ce que ça va violer les droits d'autrui? Si ça doit violer les droits d'autrui, je ne le ferai pas. C'est ainsi seulement qu'en tant que jeunes, nous pouvons contribuer. Parce que vous ne pouvez pas avoir un bon magistrat qui va dire les droits, parce qu'aujourd'hui les gens facilement se plaignent, non, la justice est corrompue, ou bien il y a corruption dans les services. Mais les services, c'est qui? Ce sont les jeunes, non? C'est nous qui étudions, les jeunes ils étudient, ils deviennent ministres, ils deviennent DG, ils deviennent autre chose. Mais si vous n'avez pas dans votre mentalité déjà le fait de respecter les règles, vous ne pouvez pas être un bon juge. Et par conséquent, on va se plaindre. Donc, il faut que dès maintenant, les jeunes s'approprient de ces valeurs-là, les mettre en œuvre, les appliquer. C'est ainsi qu'on pourra avancer. Merci beaucoup, Insa Garba. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation et aussi de nous donner des explications sur la question des droits humains. Vraiment, merci. J'espère que les auditeurs sont servis. Voilà, chers auditeurs, c'était nos échanges avec notre invité du jour. Place maintenant à la rubrique hebdomadaire du lundi consacrée à la justice. En effet, Mariam, en matière pénale, plusieurs infractions sont commises, à savoir l'infraction flagrante et l'infraction non flagrante. Il est important de relever ce qui caractérise cette différence entre ces deux types d'infractions, dont les sanctions peuvent varier en fonction de la gravité des infractions et du contexte juridique. Les explications accordées ici par le juriste Moussa Bachir à notre correspondant d'Agadez, Anissé Karim. On écoute. L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a également infraction flagrante lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances que nous venons de rappeler, est commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République de le constater. Pour ce qui est de l'infraction non flagrante, c'est une infraction qui est constatée après coup et il faut enquêter pour établir les faits et identifier l'auteur.
Donnez-nous quelques exemples de ces infractions. Oui, pour ce qui est de l'infraction flagrante, comme exemple, un voleur est surpris en train de voler des biens dans un magasin. Le gardien le voit et appelle la police. C'est une infraction flagrante car l'acte est constaté en train de se commettre. Et pour ce qui est de l'infraction non flagrante, exemple, 1 mois après un vol, la police reçoit une plainte et commence à enquêter. Il découvre des indices qui mènent à un suspect. C'est une infraction non flagrante car l'acte a été constaté après coup et nécessite une enquête pour établir les faits. Quelle différence y a-t-il entre ces deux types d'infractions? L'infraction non flagrante se différencie de l'infraction flagrante principalement par le moment où l'infraction est constatée et la manière dont les preuves sont recueillies. Pour ce qui est de l'infraction flagrante, l'infraction est constatée en train de se commettre ou immédiatement après. La preuve est évidente et l'auteur est souvent pris sur les faits. Infraction non flagrante, ici l'infraction est constatée après coup. Il faut enquêter pour établir les faits, identifier l'auteur. Ces deux infractions ont-elles les mêmes sanctions? Ce qu'il faut retenir, c'est que les sanctions peuvent varier en fonction de la gravité de l'infraction et du contexte juridique. Pour ce qui est de l'infraction flagrante, les sanctions sont souvent plus sévères en raison de la preuve évidente et de la prise sur le fait. Les forces de l'ordre peuvent procéder à des arrestations immédiates et à des perquisitions sans mandat. Pour ce qui est de l'infraction non flagrante, les sanctions peuvent être moins sévères, mais cela dépend de la gravité de l'infraction et des preuves recueillies. L'enquête est souvent plus longue et nécessite plus de preuves pour établir la culpabilité. En général, la flagrance peut influencer la sévérité des sanctions, mais le juge a toujours le pouvoir de décider en fonction des circonstances spécifiques de l'affaire. Après la rubrique justice à place à présent à l'écho des régions, cette fois-ci, nous allons rester à Niamey. Oui, Mariam fait hier au palais du 29 juillet de Niamey de la première édition de la foire de la Confédération des États d'Israël AES. L'événement a été placé sous le thème produire, à transformer et consommer local pour la souveraineté économique de l'espace AES. 5 autres pays sont invités à prendre part à cette foire: le Ghana, le Maroc, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Notre reporter Habib Garba s'est rendu à la foire qui a duré 5 jours pour voir l'ambiance. Voici son constat. Depuis mardi, le palais du 29 juillet abrite la foire commerciale de l'AES. Dès l'entrée, c'est cette ambiance bruyante qui accueille les visiteurs. Sur place, des stands à perte de vue. Sur les étals, divers produits du terroir sont à l'honneur. Céréales, tissus traditionnels, objets d'art, encens et bien d'autres articles. Ali Maman, membre du comité d'organisation, nous en dit plus. On a à peu près 500 exposants. Il y a les produits de transformation, les produits agroalimentaires, il y a aussi les épices et aussi l'habillement, le textile nigérien, le textile de 3 États et aussi des États qui sont invités, tels que le Ghana, le Sénégal et le Togo. Les exposants, sourire aux lèvres, vantent la qualité de leurs produits à chaque visiteur qui passe. Les échanges sont animés. Pour Maïmouna Naba, au-delà de l'aspect économique, la foire renforce les liens. C'est une opportunité pour le développement de nos entreprises. Mes poulets de chair que j'amène, ça vient du Burkina. J'ai des poulets qui viennent du Mali, que je transforme ici. Donc pour vous dire que cette foire-là, moi, c'est une opportunité pour montrer tout ce que je suis en train de faire, je le fais grâce à l'AES. La foire est aussi un espace de rencontres et de célébrations. Le jeune Ahmed Aghamid est venu du Mali pour exposer l'art de son pays. Nous avons quitté Mali pour venir ici. Nous avons amené l'art artisanal, nous avons amené tableaux, des masques traditionnels, des boubous malifini, c'est-à-dire des boubous qui c'est la création du Mali. Il y a des gens qui viennent visiter, il y a des gens qui viennent, si nous apprécions leur comportement envers nous, vraiment, nous sommes très contents de venir ici au Niger. Juste à côté est installée Madame Ki Ouedrago. Sa spécialité, les textiles. Pour elle, c'est l'occasion aussi de faire des partages d'expériences. Et aussi des belles chemises pour les tontons. On a été envoyé par notre pays, le Burkina Faso, pour représenter les produits burkinabés, notamment le textile burkinabé. C'est le faso d'Anfani et le cocodona et également des tissus déjà confectionnés. Et les prix sont vraiment étudiés pour qu'à ces fêtes de fin d'année, chacun puisse se procurer une tenue. Et également partager nos expériences, découvrir ce qu'eux ils font et aussi leur montrer ce que nous faisons.
Pour les visiteurs, la foire de l'AES est une véritable aubaine. Pendant que certains achètent, d'autres viennent seulement contempler. Bon, présentement, je suis venu pour juste contempler, visiter, voir ce qui se passe d'abord. Et puis ensuite, revenir après. Bon, à vue d'œil, il voit qu'il y a déjà l'engouement, c'est déjà bien. En tout cas, ça fait du bien. On a vu beaucoup de choses et les choses coûtent moins cher vraiment. C'est vraiment un surplus pour nous. On arrive vraiment à acheter beaucoup de choses. Bon, les parfums, oui. Parce que moi, je suis fan des parfums. Les parfums, vraiment. Plus qu'un simple marché, cette foire commerciale de l'AES se veut un symbole, celui d'une coopération renforcée pour mieux valoriser les savoir-faire locaux entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangou. C'est le moment de faire un tour sur les terrains et aussi à l'arène. Notre chroniqueur Hazoumi Gourouza est sur place. Mariam, tu es prête? Un instant, vive histoire de mettre mes baskets. Alors, après, ça bien. Alors, Gourouza, bonsoir. Bonsoir, Abibou. Alors, Gourouza, la 46e édition du Sabre national a démarré depuis vendredi dernier à Tawa. Quel est le bilan des 48 premières heures? Oui, Abibou, notre envoyé spécial Salamatou Kadri nous a détaillé ses jours et ses heures inoubliables au niveau de l'arène Hamidine Meidari. En effet, la première journée de cette 46e édition a été riche en émotions pleine de surprises. Sur les 80 lutteurs engagés au départ, 42 ont été terrassés. Le premier lutteur à toucher le sol fut Sitou Ibrahim de Zender, terrassé en seulement, 18 secondes par Sadou Pagouma de Tilaberi. Et la première réclamation venue de la région de Zender, la première victoire par avertissement a été enregistrée par Ousmane Hassan, 10 janvier, de l'écurie de Tilaberi. Le combat le plus court, d'une durée de 13 secondes, a été remporté par Heibo Hassan, qui a terrassé Rabé Kabori de la région d'Agadez. Le premier combat nul a été à opposer Kamilou Lawan de Difa à Afizou Ayouba de Niamey. Lors de cette première journée, 6 réclamations ont été enregistrées. La deuxième journée de la compétition hier, 21 décembre 2025, a été marqué par des surprises de taille. 3 grands favoris ont mordu la poussière. Le champion en titre Abba Ibrahim de Niamey, détenteur du sabre national, a été vaincu par Isiakou Moussa de Dosso. Mansour Issa de Difa a perdu son combat face à Idrissa Issa de Tawa, tandis que Bello Ila de Tawa s'est incliné devant Nuhu Ousmane dit Koria, ouais. 2 réclamations ont été enregistrées à l'issue de cette deuxième journée. 25 lutteurs restent invaincus maintenant. Sur ces 25 lutteurs de la région, la région du fleuve a perdu 6 invaincus face à Maradi ce matin. Nous allons donc revenir d'ailleurs sur la suite de cette 3e journée au cours de nos prochaines éditions. Cette 46e édition, Gourouza a connu plusieurs innovations dans la lutte contre le dopage. Oui, Abibou, à l'occasion de cette lutte, Salamatou Kadri a rencontré un responsable des services anti-dopage qui nous explique comment va se passer le contrôle des lutteurs. Ali Oissoufou. Cette année, vraiment, avec l'accord du ministère en charge des sports, nous avons pu revoir notre programme antidopage. Donc, il y a eu une présentation sur la santé et l'hygiène et la lutte contre le dopage. Nous allons continuer la sensibilisation. Une chose est certaine, nous allons faire, n'est-ce pas, des contrôles en compétition. Nous allons faire des prélèvements d'urine au niveau des sportifs après les combats. Et ces prélèvements, n'est-ce pas, seront envoyés, n'est-ce pas, dans un laboratoire accrédité de l'Agence mondiale antidopage. Et nous allons attendre les résultats. Gourouza, parlons à présent de la CAN au Maroc. Oui, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a débuté hier soir au Maroc. Le premier match a opposé le Maroc, pays organisateur, aux Comores, au stade Prince Moulay Abdallah du Maroc. Et la rencontre s'est soldée par une victoire des Marocains sur le score de 2-0. Aujourd'hui, il y aura Mali qui va affronter Zambie
Afrique du Sud contre Angola, Égypte contre Zimbabwe. Voilà, c'est tout pour le sport. Merci Gourouza pour ces points sportifs. Et maintenant, Habibou, place à notre chronique Loti. Et oui, à présent, les femmes du studio Kalangu vont nous donner des conseils sur des sujets d'actualité de notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, Mariam, elles se sont intéressées à l'épineuse question du kidnapping devenu une psychose pour des familles, notamment dans les grandes villes. Écoutez plutôt. Affairage, 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 affairage. China, China, mon chinono, mais où es-tu? Bismillah. Mais il est où? Attends, je vais voir dehors. Hey, Suleiman, viens. Tu n'as pas vu China? J'ai vu un homme venu dans un grand véhicule entrer dans votre maison avec des sachets noirs à main et ressortir avec China. Ils sont partis dans cette direction. Un homme? Mon Dieu, je suis foutue. Oui, oh Allah. Subhanallah. Bonjour voisine. Qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi ce qui se passe. Quelqu'un a volé mon enfant. Mon fils unique, mon China. Mais comment ça quelqu'un a volé ton enfant? Tu étais où? J'étais chez Hajia Hawa, la présidente des femmes, pour accueillir la visite du président du parti Kamajiki. Donc j'ai laissé China devant la télé. Maintenant de retour, Suleiman me dit qu'un homme est venu le prendre dans une voiture. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Toi aussi, Hajara, tu es vraiment négligente. Comment est-ce que tu peux laisser un enfant de 5 ans seul de la maison et partir je ne sais où? En cette période où on arrache des enfants au dos de leur mère, toi tu me dis que tu l'as laissé seul à la maison. Je suis morte. Que dois-je faire? Donc je ne verrai plus mon enfant. Calme-toi, calme-toi. Avec l'aide de Dieu, on peut le retrouver, Inch'Allah. Mais comment? Prends sa photo et allons au commissariat pour déclarer sa disparition. Mais à quoi ça sert de déclarer? C'est juste les papiers. Ils pourront rien faire pour moi. Mais si, c'est très important. Ils mettront des patrouilles dans la ville et des contrôles aux frontières au cas où ces hommes essaient de sortir hors du pays avec l'enfant. N'oublie pas la chose la plus importante, la religion. On va faire aussi appel à des marabouts pour la lecture du Coran aussi. Et Inch'Allah, China reviendra à la maison. Calme-toi. Ok, allons-y. J'ai ces photos dans mon portable. Hajia, voilà le véhicule qui est parti avec China. Alhamdulillah. Mais c'est son oncle, les frères à son papa. Son oncle, son papa prend garde d'elle. Et si c'était un voleur qui est parti avec China? Voisine, ça là, c'est une leçon. Jamais, plus jamais, je ne vais laisser mon enfant seul à la maison. Tu n'es pas la seule. Il y a aussi des femmes qui laissent leur enfant se balader dans les rues seules dans la journée. Ou bien les envoyer chez le boutiquier du quartier en pleine nuit. Ou voir un enfant de CI, CP ou CE1 qui revient de l'école seul. Imagine, ça c'est les exposer gratuitement. Tobarka, qu'Allah nous préserve. Amin, amin ma chérie. Hey, tu es où? Viens, je vais même te mettre au dos. Qu'est-ce que j'allais dire à ton papa? Que tu étais partie chez Aja ou la présidente des femmes Kamajiki. Hey, voisine, tu veux qu'il me chasse de chez lui? En plus, il ne veut même pas que je fréquente cette femme. Wallahi. Apparemment, il a raison. Barka Kade. Merci les filles pour ces conseils précieux. C'est déjà la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Habib Garba et moi-même Mariam Adé. Amina Hassana a assuré la technique à l'édition. C'était Alassane Abdou. Rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro de l'émission Le Niger sur Kalangu. Au revoir.